je commence avec ce petit schéma-là. Là, vous voyez, en fait, ce que je dis dans le titre, c'est la pensée pseudo-systémique. C'est celle qui domine actuellement. Donc là, vous avez un système, c'est quoi? C'est des éléments qui interagissent les uns avec les autres. Donc c'est le petit schéma à gauche, là, par exemple. Donc vous avez des flèches d'interaction et vous avez des éléments qui interagissent. Donc une fourmilière, c'est un système. Une société, c'est un système. Les cellules de votre corps, c'est un système. Enfin voilà, il y a plein de systèmes. Des éléments qui interagissent, c'est tout. C'est juste ça, un système. Alors la pensée pseudo-systémique, c'est de dire je vais changer le système en changeant les taux, en augmentant les flux, en faisant grandir certains éléments, en réduisant certains éléments. Mais je garde le même réseau d'interaction. Ça, c'est la pensée pseudo-systémique. On ne joue que sur les éléments. On ne joue pas sur les interactions. Alors un exemple de pseudo-système, le pseudo-système typique, c'est justement le système économique mondial. Si vous regardez bien, année après année, on a les flux des pays vers les autres, mais on ne change pas les interactions. Il y a toujours, en tout cas, ça ne va pas très vite, quoi. Donc la Chine est toujours dominante pour l'exportation, etc. On a des flèches qui sont à peu près toujours les mêmes, quoi. Mais par contre, les flèches sont d'une année sur l'autre, sont plus ou moins grosses, sont plus ou moins épaisses. Et donc ça veut dire qu'on change le système, mais on ne change pas la structure du système. On ne fait que changer les éléments, leur taux d'échange, etc. Mais on ne change pas le système, on ne change pas les interactions. C'est les mêmes interactions. Alors, pour passer du pseudo-système au système, en tout cas la pensée pseudo-systémique à la pensée systémique, il faut faire un effort supplémentaire d'acculturation scientifique. Il faut aller un petit peu plus dans la science. Et alors, c'est là où on voit le problème. C'est-à-dire que là, en fait, quand on voit le monde comme ça, en fait, on voit le monde comme une grande balance commerciale. Et donc ça c'est vraiment de la pensée pseudo-systémique. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de ce cadre de la balance commerciale, alors qu'on pourrait penser des tas d'autres systèmes. Alors un exemple typique, c'est, vraiment le gouvernement en prend pour son grade aujourd'hui, mais Gabriel Attal, qui avait dit sur France Inter, quand on lui avait posé la question est-ce qu'il faut interdire les vols de jets privés, il avait répondu imposer aux jets privés de voler au biocarburant. Et il l'avait dit avec conviction. Alors, je ne vais pas épiloguer, c'est quand même très embarrassant. Enfin, c'est très embarrassant pour lui, mais c'est aussi très embarrassant pour tout le cercle qui le conseille autour. Donc, ils ont vraiment une pensée complètement à côté de la plaque par rapport au monde qui vient. Alors, je vais juste quand même donner une réponse à Gabriel Attal en utilisant son langage de balance commerciale. Donc là, vous avez le retour sur investissement énergétique de différentes formes de carburant. Et vous voyez que l'éthanol de la biomasse, donc les biocarburants, ce qui est en rouge, les biocarburants, le retour sur investissement est équivalent aux tar sands, donc ça c'est les sables bitumineux du Canada, où il faut à peu près autant d'énergie pour les extraire que l'énergie qu'ils produisent. C'est quasi nul, c'est quasi nul. Donc faire voler des jets privés aux biocarburants, juste à cause de ça. Il y a plein d'autres raisons qui font que c'est complètement débile, mais bon, voilà. Alors là, on voit bien qu'il y a quand même un problème de culture scientifique, quand même. Et donc, pas seulement sur cette personne-là, mais sur tout le cercle qu'il y a autour. Donc, ça pose question. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir aussi décloisonner cette économie et un petit peu sortir, avoir une pensée un peu plus systémique. Alors, une personne, il y en a plein d'autres, mais une personne en particulier mérite un petit éclairage. C'est Nicolas Georgescu-Roegen. C'est le penseur, un des premiers penseurs de la bioéconomie et aussi de la décroissance, d'ailleurs, un Roumain, et qui a écrit « La thermodynamique et la biologie sont les flambeaux indispensables pour éclairer le processus économique. La thermodynamique, parce qu'elle nous démontre que les ressources naturelles s'épuisent irrévocablement. La biologie, parce qu'elle nous révèle la vraie nature du processus économique. » Donc la prochaine fois que vous rencontrez un économiste, demandez-lui si il ou elle a des connaissances en thermodynamique ou en biologie. Peut-être que ça pourrait être utile. Mais c'est une façon de sortir du silo économique, si vous voulez. C'est en fait la thermodynamique, la biologie, je ne vais pas le redire, c'est deux aspects qui sont vraiment fondamentaux pour comprendre notre économie. Mais si on prend du recul, si on sort de la cohérence du marché financier. Alors du coup, cette inversion, qu'est-ce que ça donne ? Si on sort un petit peu du pseudo-systémique vers le systémique, ça veut dire qu'il va falloir sortir de cette fiction de l'abondance matérielle. Ça, je l'ai déjà dit. Donc là, je prends juste une photo d'activistes qui en fait se baladent avec des pancartes qui disent buy more stuff, donc acheter plus de choses, le Black Friday, le jour du Black Friday.
Donc je trouve ça assez pas mal parce que ça ringardise quand même pas mal le consumérisme, hein, qui devient de plus en plus ringard, hein, quand même, mais bon, bah, voilà, autant acter. Donc ça, c'est voilà l'abondance matérielle, et donc on l'inverse comment ça? Et bien évidemment en utilisant l'hétérogénéité des interactions. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce cours, c'est ça la vraie inversion, hein. On passe de l'abondance matérielle à l'abondance des interactions. C'est comme ça qu'on va gérer la pénurie et un monde fluctuant. Et du coup, ces interactions, ça veut dire que là, on passe de la pensée pseudo-systémique à la pensée systémique. On va moins se focaliser sur les éléments, on va plutôt s'intéresser aux interactions. Et donc, c'est de nouveau ce que disent les Meadows dans Les limites de la croissance. Faire fonctionner le même système avec plus d'intensité ou de vitesse ne changera rien à la trajectoire tant que la structure du système ne sera pas modifiée. C'est la structure du système qu'il faut modifier. Ce n'est pas le système. Il ne faut pas changer le système, il faut changer la structure du système. Changer la structure du système, ça veut dire changer les interactions. Alors, c'est un petit peu théorique, donc je vais quand même rentrer un petit peu, je vais vous donner des exemples, mais juste pour voilà, éclairer, là je reprends le même schéma, vous voyez, là, de nouveau un système, des éléments qui interagissent. La pensée systémique, c'est on change les interactions, donc ça veut dire on peut avoir exactement les mêmes éléments, mais ils n'interagissent plus avec les mêmes autres éléments. On change les interactions. Et donc ça veut dire que vous changez la cohérence du système. C'est là que vous changez la cohérence du système. Si vous gardez les mêmes interactions, il y aura la même cohérence. Si vous gardez les mêmes interactions, il y aura la même cohérence. Si vous changez les interactions, le système va perdre sa cohérence. Peut-être va arriver à une autre cohérence, mais en tout cas, transitoirement, il y aura une forme d'incohérence. Alors, des exemples concrets, les exemples pratiques, hein, c'est toujours ceux que je prends, mais la voiture thermique, voilà, un automobiliste dans sa voiture, dans chaque voiture. La pensée pseudo-systémique, c'est de penser que la voiture électrique est un changement systémique. Ben non, c'est toujours pareil. Il y a toujours autant de voitures et il y a toujours autant d'automobilistes. On n'a pas du tout changé le système avec ça. En tout cas, on n'a pas changé la structure du système. Le système est le même. Il y a toujours les mêmes concessionnaires, il y a toujours le même nombre de parkings. La voiture électrique, elle a un moteur électrique, mais elle est bourrée de pétrole, hein. Les pneus, la carrosserie, c'est une voiture carbonée, la voiture électrique, il ne faut pas l'oublier. Donc en fait, on ne change pas le système là, hein. Donc du coup, c'est quoi la pensée systémique appliquée à l'automobile? C'est évidemment passer de la voiture individuelle à la voiture partagée. Là, vous changez les interactions. Et ça, c'est de la pensée systémique. C'est tout simple, hein, mais c'est pour l'illustrer. Alors, ce qui est assez étonnant avec cette pensée systémique, c'est qu'en fait, c'est déjà très utilisé et c'est un objet scientifique depuis très longtemps. On réfléchit dessus depuis très très longtemps pour résoudre des problèmes. Alors, et notamment, on utilise parfois l'incohérence, des liens incohérents pour résoudre des problèmes. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est la sortie de secours. La sortie de secours devant laquelle on a mis un pilier. Alors ça, c'est très incohérent quand même de mettre un pilier devant une sortie de secours, hein, quand même, hein, ça n'a pas vraiment de sens. Eh bien, pourtant, on peut montrer, donc là, vous voyez, c'est des photos avec des gens qui sont en train de sortir par une vue du dessus, par une sortie de secours. Et ben, en fait, on peut démontrer que si vous mettez des piliers, alors il faut bien calibrer la taille, etc. C'est tout un travail. Et ben, on peut montrer en fait que si vous mettez un pilier devant une sortie de secours, vous allez ralentir la population, les gens. Ils vont changer de trajectoire et ça va être plus fluide. Et en fait, on va pouvoir évacuer plus de monde. Et il n'y aura pas d'engorgement, il n'y aura pas un bouchon qui, là, pour le coup, bloque complètement les personnes. Donc, vous voyez, c'est une décision incohérente qui résout le problème parce qu'on a pensé aux interactions avant de penser aux éléments. Un autre exemple, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert, hein, mais un autre exemple, c'est toujours mon exemple favori, des autoroutes et des bouchons. Sur les autoroutes à 130 en France, parfois, on trouve un panneau à 110. Sur un tronçon qui est tout droit, hein, où il n'y a pas de raison. Mais pourquoi c'est à 110? Ça a été pensé, c'est de la mécanique des fluides, c'est toujours pareil, c'est des interactions. C'est incohérent parce qu'on demande à des gens de ralentir sur une autoroute. Le paradoxe, c'est que s'ils roulent à 110 au lieu de 130, hein, ils vont arriver plus vite à destination en ralentissant. Pourquoi? Parce que là, il n'y aura plus d'effet accordéon et vous transformez l'autoroute en train, et donc les interactions entre les automobilistes est plus homogène. Et donc là, vous avez joué sur les interactions. Vous avez joué sur les interactions entre les automobilistes. Et du coup, vous avez un flux qui est plus régulier. Du coup, il y a moins de bouchons. Et du coup, vous arrivez plus vite à destination. Ça, c'est la pensée systémique. Ça, c'est la pensée systémique. Je vais vous le redire. Et donc, ça va expliquer mon titre, le 1 plus 1 égale 3. Quand on est dans la pensée pseudo-systémique, finalement, on reste dans des maths un peu euclidiennes classiques. C'est 1 plus 1 égale 2, quoi. On ne se concentre que sur les éléments. Maintenant, imaginez qu'on additionne les interactions. Qu'est-ce qui se passe quand on additionne les interactions? Si j'additionne 2 interactions, j'en récupère 3. C'est-à-dire que si A et B interagissent, et que B et C interagissent,
et ben A et C vont aussi interagir. Et donc avec 2 interactions, j'en ai 3. Et donc c'est une autre façon de faire des maths, si vous voulez, mais 1 + 1 = 3, si on s'intéresse aux interactions. Et donc vous voyez, c'est, toujours pareil, on est en train de quitter le monde de l'abondance matérielle un peu statique quoi, un peu bourrine, j'ai envie de dire, pour aller vers quelque chose de plus, élégant où on s'intéresse aux liens, aux interactions. Ça, c'est la pensée systémique. Donc il y a quelques mots-clés quand même qu'il faut, avoir avec cette pensée systémique, c'est que quand on est comme ça, focalisé sur les interactions, on résout vraiment les problèmes. C'est-à-dire que sur, l'exemple de l'autoroute là, c'est très clair, hein, ça m'a coûté un panneau, à 110. J'ai résolu le problème des embouteillages, hein, sans, ajouter de voies, sans utiliser de béton, d'acier et cetera. Ça m'a coûté très peu cher aussi, j'ai vraiment résolu le problème. J'ai résolu d'autres problèmes, c'est-à-dire que quand je roule à 110 sur l'autoroute, j'émets moins de CO2, ça coûte moins cher pour l'automobiliste, ça fait moins d'accidents, ouais, toujours pareil, ça résout d'autres problèmes et évidemment, c'est nécessaire à la robustesse du système. Donc cette pensée systémique, elle est quand même, très forte. Donc oui, il y a un petit peu ces 2 idées, donc l'incohérence qui est une forme de force stabilisatrice et tout ça intégré dans un système où on se focalise plutôt sur les liens.